Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Déçu par le match d'hier soir, vous l'avez vu ? Bien sûr, tellement déçu, surtout que cette équipe de France, elle nous a vraiment fait rêver et on espérait la voir arriver au bout et c'est vrai que c'est une grande frustration, on ne va pas se le cacher. Qu'est-ce que vous gardez de ce mondial, de cette équipe de France, de ces Bleus, de Didier Deschamps aussi, dont c'est la dernière ? Je crois qu'il ne faut surtout pas juger tout un parcours, toute une aventure uniquement à l'aune d'un résultat décevant comme celui d'hier. Hier, c'est sûr que l'Espagne a été plus forte, mais ça n'enlève rien à ce que cette équipe nous aura apporté et surtout à cet espoir qu'elle avait légitimement suscité. C'est vrai que c'est une immense frustration. Comme l'a dit Ryan Cherki hier en zone mixte, et je pense qu'il a raison, à la fin, on perd toujours contre soi-même. Et c'est vrai qu'il a manqué sans doute ce qu'il fallait pour aller jusqu'à la finale. Mais y compris cette belle solidarité dans l'expérience de la défaite amère d'hier soir est aussi un message de l'équipe de France en un sens. Parcours un peu terni par ces attaques racistes qui sont venues d'un ancien Premier ministre espagnol, qui sont venues d'une élue du Paraguay. Est-ce que vous vous dites, on en est encore là aujourd'hui ? C'est surtout tellement affligeant de voir que on soit pas capable de vivre le football pour ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un lieu où, dans des sociétés qui sont, c'est vrai, de plus en plus fragmentées, fracturées, un lieu où on retrouve notre unité. François-Xavier Bellamy, l'actualité du jour à l'Assemblée, c'est le vote définitif de cette loi sur l'aide à mourir. Les députés vont très certainement la valider, mais vous vous y opposez toujours avec la droite. Pourquoi exactement ? D'abord, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls à nous y opposer. Ce sont des dizaines de parlementaires, d'ailleurs de tous bords, qui s'y sont opposés, au Sénat, qui a rejeté le texte par 3 fois, et puis à l'Assemblée, où le soutien à ce vote n'a cessé de reculer. Hier, on a appris que le Premier ministre... Il a reculé d'une dizaine de voix à peu près en un an, donc c'est pas un recul massif. Si, à chaque fois que le texte a été voté, en première puis en seconde lecture, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tous les cas, la majorité ne s'est pas élargie. Au contraire. Et des inquiétudes se sont manifestées de tous les bords et dans tous les camps, y compris à gauche, pour dire que aujourd'hui, le vrai sujet, le vrai enjeu, c'est celui d'une certaine idée de la fraternité, de la solidarité, qui consiste à dire que jamais tuer ne peut être un soin. Aujourd'hui, si l'Assemblée devait confirmer ce texte, le principe même... Qu'est-ce qui vous gêne précisément, François-Xavier Bellamy, dans ce texte ? Il n'est pas question de tuer, évidemment. Mais bien sûr que si, il est question de tuer. De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Il est question d'une aide à mourir. Il est question de tuer, c'est-à-dire d'injecter une substance létale à une personne parce qu'elle souffre et qu'elle crie que dans sa souffrance, elle demande la mort. Et nous savons tous très bien que la souffrance fait partie de nos vies, qu'elle fera un jour partie de nos vies, la souffrance des autres, la nôtre. Et cette souffrance-là, jusque-là, la fraternité humaine consistait à toujours y répondre par le soin. Par le soin palliatif qui existe, qui a fait l'objet d'un texte à part. Mais dont vous savez très bien qu'aujourd'hui, il est très largement insuffisant. Il y a plus d'un Français sur 2 qui aurait besoin des soins palliatifs, qu'il n'y a pas accès dans notre pays. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Les deux, de fait, s'opposent par le principe même de l'acte. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les soignants ont été si nombreux à alerter sur la réalité de ce risque qui guette notre société. Que demain, on va demander à des soignants, à des médecins, à des personnels de santé de donner la mort au lieu de préserver. Il y aura une clause de conscience, faut le préciser. Il y aura une clause de conscience pour les médecins, mais d'abord, ça n'enlève rien au fait qu'ils se sentent, et nous sommes, Français, collectivement engagés derrière ce choix. C'est l'État qui va répondre à cette demande en administrant la mort, et donc c'est une question qui nous concerne tous. Par ailleurs, il n'y a pas de clause qui protège, c'est l'un des sujets sur lesquels le Premier ministre lui aussi alerte aujourd'hui, il n'y a pas de clause qui protège des établissements de santé, c'est-à-dire que des établissements qui se sont créés, je pense par exemple, ça peut être des établissements religieux comme les Petites Sœurs des Pauvres, mais il y a aussi des établissements qui ne sont pas confessionnels, des établissements qui accueillent des gens qui sont aujourd'hui de toutes conditions, y compris parfois parmi les plus modestes dans notre société, et qui se sont créés. Et certaines personnes donnent leur vie dans ces établissements de santé pour accompagner les plus pauvres, les plus modestes, les plus fragiles dans la société. Et ces établissements, aujourd'hui, on va leur demander d'accueillir des gens qui viendront donner la mort à leurs patients. Mais c'est le contraire de leur vocation. Alors, il y a cette clause de conscience et il y a aussi un recours devant le Conseil constitutionnel qui va être initié par le Premier ministre lui-même pour vérifier les garde-fous et qui va notamment aborder cette question des établissements qui sont plutôt dans le soin palliatif et dans l'accompagnement. Donc on peut peut-être
faire confiance au Conseil constitutionnel, non, pour vérifier si tout ça est assez moi, je voudrais encadré. remercier le Premier ministre qui fait un choix très fort. Il est très rare qu'un Premier ministre défère un texte devant le Conseil constitutionnel. Et je voudrais remercier le Premier ministre de le faire parce qu'il montre que les inquiétudes que je partage sur votre plateau ne sont pas minoritaires, marginales, elles sont très largement partagées dans la société. Et encore une fois, il y a aujourd'hui, ce texte, s'il est adopté, une minorité de parlementaires, Assemblée et Sénat confondus, qui adopterait cette loi. Le Premier ministre montre ce risque-là. Mais le fait est que je suis aussi assez gêné que nous déléguions au Conseil constitutionnel ce qui relève en fait d'un choix politique. La question, elle n'est pas seulement liée à notre Constitution. Le Conseil d'État est déjà passé par là et a validé. Je le rappelle, oui, mais ce n'est pas une question de justice, de judiciarisation de la vie politique, c'est une question politique au sens le plus profond du terme. La vraie question qui nous est posée, et elle est posée à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se sentent de droite, de gauche, de nulle part. La vraie question c'est, est-ce que si un ami me demande de mourir parce qu'il souffre, est-ce que je dois répondre à cette demande en lui tendant un revolver et en contribuant à son suicide? Il ne s'agit pas de revolver, François-Xavier Bellamy. C'est de ça qu'on parle. Et seul le malade, c'est le malade qui a le dernier mot, encore une fois, dans ce texte. Le malade, jusqu'au dernier moment, qui peut changer. Avec très peu de conditions pour protéger le discernement, y compris des gens qui, par exemple, sont incapables majeurs, des gens qui sont sous tutelle, ils sont des dizaines de milliers en France. Ça ne rentre pas dans les critères de... Si, bien sûr, mais si, pardonnez-moi, il faut être extrêmement clair, des gens qui en France ne peuvent pas signer un chèque eux-mêmes pourront demander la mort. Ils vont devoir passer devant un juge des libertés pour pouvoir valider ça. Si les personnes sous tutelle vont devoir passer devant un juge. Il y aura un seul médecin. Ce médecin pourra avoir rencontré le patient le jour même, n'avoir aucune relation suivie avec lui. Un seul médecin, c'est faux, c'est une décision collégiale, François-Xavier Bellamy. Il y a un seul médecin pour avoir rencontré le patient. Et ensuite, le médecin pourra s'appuyer... Plus un soignant. Mais le soignant en question n'aura pas besoin d'avoir rencontré le patient. Un seul médecin rencontre le patient et ça suffit à déclencher la mort. Et encore une fois, je le redis, la question n'est même pas dans les circonstances, même si cette loi sera l'une des plus permissives qu'on ait jamais produites dans le monde occidental. La vraie question, c'est... Elle est beaucoup moins que nos voisins européens. Elle l'est beaucoup plus. D'abord, il y a peu de nos voisins européens qui ont légalisé ça. Et ensuite, notre texte de loi, aujourd'hui, qui était supposé être protecteur, il fera partie des textes les plus avancés en matière de rapidité. Encore une fois, vous achetez un produit dans un supermarché, vous avez 14 jours de délai de rétractation. Avec cette loi, vous aurez 2 jours pour mourir. Et encore une fois, la question n'est même pas celle des circonstances. La vraie question, je le redis, elle est toute simple. Et c'est celle de savoir si donner la mort peut être un soin. Moi, si demain je traverse un moment d'épreuve immense dans ma vie, que ce soit de souffrance physique ou de souffrance psychologique, et qu'il m'arrive parce que je souffre de crier que je veux en finir, j'espère que je croiserai sur ma route un ami qui me dira « la vie est belle, je vais t'aider à y retrouver goût ». La souffrance psychologique ne fait pas partie des critères de cette loi. Bien sûr que si, la souffrance psychologique aussi. Et d'ailleurs, pour une raison qui est parfément compréhensible en un sens. François-Xavier Bellamy, c'est faux ce que vous dites. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Il faut avoir une maladie avec un pronostic vital engagé, une phase avancée de la maladie. Y compris à moyen terme. Cette loi, d'ailleurs, la vérité, c'est que cette loi n'est plus une loi sur la fin de vie. Vous pouvez aujourd'hui demander la mort administrée, même si vous n'êtes pas du tout en fin de vie. Et vous avez d'ailleurs des personnes qui aujourd'hui, je pense au collectif des éligibles, je ne sais pas si vous les avez écoutés, c'est des personnes handicapées, c'est des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, c'est des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie. Et qui ne sont pas éligibles, encore une fois. Le handicap elles le deviendront dans quelques heures si cette loi est votée. Bien sûr que si. Ça ne fait pas Ils sont atteints d'une maladie chronique qui engage leur pronostic vital à moyen terme. François-Xavier Bellamy, que faites-vous de ces malades ? Elles disent aujourd'hui. Que faites-vous de ces malades qui demandent ce texte-là, qui ne vont pas se jeter forcément sur ce texte-là, sur l'aide à mourir, qui demandent juste à avoir le choix. Est-ce que vous les avez entendus ? Est-ce que vous les entendez aujourd'hui ? Mais est-ce qu'on a le choix ? Puisque vous parlez de dignité. Est-ce qu'on a le choix quand on n'a pas accès aux soins qui permettent de soulager la souffrance? Parce que la vérité du scandale que nous vivons autour de ce texte, c'est que jamais dans l'histoire humaine, on a eu autant les moyens de soulager la souffrance. Vous savez que ce texte, en fait, c'est une régression incroyable. Il y a quelques décennies, malheureusement, c'est vrai que c'était le grand tabou français. Quand une personne souffrait à la fin de sa vie, on mettait un terme à son existence d'une manière un peu brutale, silencieuse, cachée. Et c'était malheureusement une pratique trop répandue, y compris dans notre monde médical. On est sorti de ça. On a développé une culture du soin palliatif. On a développé une culture pour soulager la souffrance. Qui n'est pas assez poussée, en tout cas qui ne se traduit pas assez dans les effets. On sait que dans certains départements, ça reste compliqué. Mais il y a des dizaines de départements en France où vous n'avez aucun lit de soins palliatifs. Et le vrai scandale, c'est qu'en fait, au lieu de faire cet effort-là de soulager la souffrance, dont on sait
que quand cet effort est fait, il fait disparaître la demande de mort. Une personne qui est accueillie en soins palliatifs, même une personne qui demandait à mourir, au bout de quelques heures, de quelques jours, elle est soulagée de cette souffrance qui la conduisait à vouloir mourir. Vous savez, rien n'a changé depuis La Fontaine. Le trépas vient tout guérir, mais nous bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. La Fontaine disait déjà ça. Et je crois, moi, profondément qu'un vivant ne veut pas mourir. Quand on prend soin de lui, quand on l'entoure, quand on l'accompagne et quand on le soigne comme il faut, et on en a les moyens aujourd'hui, à condition qu'on veuille bien s'en donner les moyens. Est-ce qu'on veut que notre société, je le redis, réponde à la souffrance par la mort ou qu'elle réponde à la souffrance par le soin? C'est ça la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Et c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot cet après-midi. François-Xavier Bellamy, on va parler canicule, gestion des incendies également dans une minute après le fil info, puisqu'il est 9h moins le quart. Antoine Jeffin. La France espérait un feu d'artifice, mais son attaque si prometteuse était un pétard mouillé. Défaite sèche des Bleus 2-0 contre l'Espagne hier soir en demi-finale du mondial de football. Ce sera donc la petite finale samedi pour la 3e place pour le dernier match de Didier Deschamps à la tête de la sélection contre l'Angleterre ou l'Argentine qui s'affrontent ce soir. La proposition de loi sur l'aide à mourir arrive pour la 4e et dernière fois ce soir à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui auront le dernier mot sur cette réforme sociétale voulue par Emmanuel Macron. Le texte prévoit d'ouvrir cette possibilité aux majeurs atteints d'une maladie incurable en phase terminale ou avancée et pouvant exprimer leur volonté de façon libre et éclairée. 142 personnes sont mortes noyées en France depuis le 19 juin, selon la ministre des Sports, soit 20% de plus par rapport à l'an dernier à la même époque. Il n'y a plus de rouge sur la carte de Météo France ce matin, mais 69 départements encore en vigilance orange canicule. 11 sont placés en alerte orange aux orages. France Info. Le 8h30 France Info, Audrey Tizon, Marie Bernardo. Et nous sommes toujours avec vous, François-Xavier Bellamy, vice-président des Républicains, eurodéputé. Comment vous jugez l'action de l'exécutif français ces derniers jours face à la canicule, face aux incendies ? Je ne sais pas si aujourd'hui on est tellement au milieu de ce combat majeur, et je voudrais d'ailleurs saluer tous les pompiers, en particulier les soldats du feu, mais aussi toutes les forces de l'ordre qui sont mobilisées un peu partout en France pour lutter contre ces incendies. Je pense qu'on est dans une situation d'urgence qui impose une mobilisation collective. Le sujet n'est pas de polémiquer, il est de faire en sorte que ceux qui se battent en première ligne face au feu aient tous les moyens d'agir pour gagner ce combat. Ils ont-ils les moyens aujourd'hui ? Ils en ont pas totalement les moyens parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, ces moyens de lutte sont limités. On travaille d'ailleurs au plan européen depuis des années maintenant et ça avance beaucoup trop lentement. Pour renouveler la flotte des Canadair, il faut un avion européen de lutte contre le feu parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de pays européens et que, comme vous le savez, ces moyens-là, par définition, ils ne peuvent être viables que s'ils sont commandés en suffisamment grande quantité pour justifier un projet. Donc on y travaille, il y a plusieurs projets en cours, mais il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte faudrait les produire en Europe ? Bien sûr, il faudrait les produire en Europe et surtout il faudrait les produire rapidement parce qu'on a un besoin urgent de renouveler cette flotte qui est aujourd'hui le moyen dont disposent des pilotes qui sont héroïques pour tenter d'empêcher la propagation du feu. Vous qui êtes eurodéputé, la question ce sont aussi les objectifs qu'on se donne en termes de réduction des gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique. L'Europe s'est fixé des objectifs très très ambitieux, mais est-ce qu'on arrive à les décliner après au niveau français dans les pays ? Mais en fait, le vrai problème, c'est pas tant de se donner des objectifs que de se donner les moyens d'agir pour faire baisser ces émissions. Et c'est là où en fait le débat politique commence. Qu'il faille lutter contre le réchauffement climatique, je pense que tout le monde en est conscient et nous, en tous les cas, nous nous battons sur ce sujet depuis des années maintenant. Mais le vrai problème, c'est que vous avez des responsables politiques qui, même lorsqu'ils parlent beaucoup de réchauffement climatique, en réalité font tout pour nous désarmer face à cette urgence existentielle. Et ça a été pour moi la grande frustration et c'est ma colère quand je vois ces incendies, c'est de voir le temps perdu face au réchauffement climatique. Le temps perdu par ceux qui, pendant des années, ont tenté par exemple de fragiliser notre outil nucléaire qui est celui qui nous permet de produire l'électricité la plus décarbonée du monde aujourd'hui. Donc c'est la faute de la gauche et des écologistes. Mais non, mais il y a une part de responsabilité très importante, en effet, je le redis, d'une écologie politique qui en réalité n'est l'autre nom que de la décroissance organisée et qui a tenté par tous les moyens, alors qu'elle parlait de réchauffement climatique, de nous empêcher d'agir face à lui, soit pour faire baisser nos émissions, soit pour nous adapter. Je parlais hier à des agriculteurs du sud de la France qui disent leur colère parce que cet hiver, nous avons tous connu ces intempéries massives, beaucoup de pluie,
est tombée. Cette pluie, aujourd'hui, elle est repartie vers la mer. On ne peut pas la stocker parce que les militants de l'écologie politique, y compris par la violence, parfois, on l'a connu au cours des dernières années, ont empêché la construction de ces moyens de rétention d'eau qui permettraient aujourd'hui d'irriguer les cultures. Et donc, on va avoir un immense problème avec l'agriculture qui n'arrive plus à travailler, alors même qu'on sait très bien que le réchauffement climatique est là, devant nous, et qu'il faut se donner les moyens d'anticiper ses effets, notamment en termes de sécheresse l'été. Et pour les énergies renouvelables, ce que pousse la gauche, votre candidat, Bruno Retailleau, propose de ne plus du tout les subventionner. Est-ce que vraiment c'est la bonne solution ? Mais bien sûr, mais regardez, tout le débat est parfaitement là. En Europe, il y a deux types de modèles. Il y a le modèle français qu'on a défendu, on était les seuls à défendre ce modèle au cours des dernières années, qui est fondé sur notre mix avec du nucléaire et de l'hydraulique. C'est le modèle le plus décarboné d'Europe. De l'autre côté, vous avez l'idéologie des renouvelables, qui a été portée notamment par l'Allemagne. L'Allemagne, vous le savez, elle a fermé ses centrales nucléaires. Et donc maintenant, l'Allemagne, elle produit avec des éoliennes, des panneaux solaires, et du gaz et du charbon. Et ce sont des ministres écologistes en Allemagne qui ont signé les permis pour étendre des mines de charbon comme celle de Lützenrath, qui est plus grande que toute l'agglomération lyonnaise. Donc vous regardez la divergence de nos modèles. Si vous voyez des éoliennes et des panneaux solaires quelque part, vous savez qu'il y a une centrale à gaz ou une centrale à charbon pas loin, parce que les éoliennes et les panneaux solaires sont intermittents. Et donc ils ne produisent pas tout le temps. Et ce modèle-là, en fait, il est plus carboné que celui que nous défendons. Et donc vous voyez pourquoi la gauche, et en l'occurrence ici l'écologie politique, a malheureusement contribué à retarder le combat nécessaire contre le réchauffement climatique. Et nous espérons qu'en 2027, en effet, Bruno Retailleau, président de la République, aura les moyens de mettre tout l'effort de la nation sur notre mix électronucléaire et mettre fin à cette folie qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, continue de se développer dans la politique française. Vous savez que la Commission européenne, hier, a approuvé 63 milliards d'euros d'aide d'État pour développer des parcs éoliens sur nos côtes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. C'est 63 milliards d'euros de perdus pour la lutte contre le réchauffement climatique qui a besoin d'autres priorités aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, un mot sur votre candidat dont on parlait à l'instant, Bruno Retailleau, qui est donné entre 8 et 11% dans les sondages pour cette présidentielle en 2027. Est-ce qu'il compte vraiment aller au bout ? Mais bien sûr, et Bruno Retailleau peut gagner cette élection présidentielle, et je crois qu'il faut qu'il la gagne pour que nous puissions relever le pays demain. Il n'y a pas de proposition aujourd'hui qui soit plus cohérente, plus solide, plus crédible que celle qu'il développe tous les jours d'ailleurs, en faisant des propositions sur les sujets d'énergie, d'environnement, de production, de travail, de santé. Il ne pourrait pas s'allier à Édouard Philippe, comme le dit la rumeur, Édouard Philippe qui est bien plus haut dans les sondages, qui est donné potentiellement au second tour ? Mais vous savez, si les sondages d'un an avant faisaient l'élection un an après, notre pays n'aurait pas connu la même histoire politique. Vous observez la vie politique française de près depuis longtemps et vous voyez bien que le fait est que si les sondages d'ailleurs suffisaient à faire une élection, on pourrait aussi abolir l'élection présidentielle. On dirait voilà, c'est terminé, maintenant on n'a pas besoin d'aller voter, prenons les sondages 9 mois avant et puis on considère que voilà, monsieur un tel est le président, puis c'est terminé. Non, moi je crois qu'entre maintenant et l'élection, il va y avoir un moment très important qui s'appelle une campagne, qui s'appelle un débat, où chacun va devoir faire ses propositions. Et notamment, j'observe que ni M. Philippe, ni d'ailleurs d'autres candidats n'ont été très clairs sur leur projet pour l'avenir du pays demain. Bruno Retailleau, lui, on doit lui reconnaître cette constance, cette clarté. Il avance avec des propositions très claires. Et nous attendons avec impatience de confronter notre vision à celle des autres candidats. Y compris en matière d'écologie, y compris en matière de réchauffement climatique, d'adaptation, d'atténuation. C'est quoi la proposition de Bruno Retailleau en la matière ? Mais je viens de le dire, c'est deux éléments majeurs. Le premier, c'est lutter contre le réchauffement en s'appuyant sur le progrès, sur la science, sur la technologie, sur cet élément de notre industrie qui est par exemple la filière nucléaire, c'est produire de nouveau en France, puisque nous avons la production la moins carbonée d'Europe. Donc pour un jeune Français, plus on produira en France, plus on luttera contre les réchauffements. Aujourd'hui, tout ce que nous importons de Chine, qui fait chaque année des records mondiaux d'émissions de charbon, tout ce que nous importons du reste du monde, c'est ce que nous laissons à une production qui est bien plus dévastatrice pour la planète. Donc la compétitivité de la France, le fait de renouer avec la production en France, c'est la clé de la décarbonation et de la protection de la planète. Et puis le deuxième élément, c'est l'adaptation au changement climatique pour nos agriculteurs, pour les Français. C'est la question de la climatisation, de l'accès au froid. Tous les Français qui nous écoutent savent que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui aux conséquences du changement climatique. Les soutenir dans ce combat-là, ce sera évidemment notre priorité aussi. Campagne qui ne fait que commencer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François-Xavier Bellamy, vice-président exécutif du parti Les Républicains et député européen. Il est 8h50.